et merci d'être présent. Donc oui, l'idée ce soir, c'est à partir de 3 exemples seulement, et quelques généralités avant, de montrer que les sédiments qui s'accumulent à la surface du globe, un peu partout, dans différents sites, sont des archives, donc sont des mémoires, et qui peuvent être extrêmement fiables. Alors vous verrez que bon, la comparaison avec un sablier est extrêmement simplificatrice, et qu'en fait on va beaucoup plus loin que le sablier. Alors j'ai remis ici quelque chose qui fait penser au tout début de la stratigraphie et de la paléontologie, c'est-à-dire l'étude à travers ça du temps, dont vous avez une des premières coupes faites en 1832 par des géologues, des paléontologues célèbres. Puis vous avez là le fameux calcaire lutétien qui a servi à construire une partie des murs de Paris. Alors l'idée, c'est que des accumulations donc, de sédiments recouvrent une bonne partie du globe. C'est très varié dans la composition, c'est très varié dans les environnements, à terre, en mer, profond, pas profond. Et dès les débuts de la stratigraphie, qui est une des plus vieilles sciences au sein de la géologie, associée à la paléontologie, bien sûr, aux fossiles, ces remplissages donc, ont été considérés comme une matérialisation du temps qui passe, de l'histoire de la Terre. Donc un peu comme un sablier qui permet de mesurer une durée par accumulation de sable, mais vous verrez que la comparaison, en fait, s'arrête là, où elle va bien au-delà. Parce que le sablier terrestre, ou les sabliers terrestres, comme je les appelle, sont de véritables chronomètres, et surtout, l'avantage, c'est qu'à l'intérieur, tout ce qui s'accumule est extrêmement varié. Vous avez des fluctuations, des changements brutaux, des événements, un tas de choses, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer par 3 exemples. Donc, illustrer la variété, la précision, ce sont des archives précises, ce sont des archives fiables, parce que des archives totalement, j'allais dire, objectives, et bon, la subjectivité peut rentrer un petit peu dans les interprétations, ce n'est pas toujours à 100%, et aussi c'est quelque chose qui est extrêmement riche. Alors, ce que j'ai essayé de vous faire, c'est d'illustrer cette variété, cette précision, avec quelques éléments d'introduction quand même, juste pour quelques petits rappels, si on veut. Et à travers ces 3 exemples, vous verrez que les moyens d'accès à l'information sont extrêmement variés, parce que des sédiments, il y en a à toutes les époques, dans tous les sites. C'est très varié par la résolution temporelle. Parfois, ce n'est pas précis. Parfois, c'est précis à l'année. Parfois, on est à la précision du million d'années. Donc, les choses ne sont pas toujours... Et ce qui change aussi, c'est le principal facteur responsable des variations de dépôt. Quand on voit des strates différentes se superposer, on se pose la question, qu'est-ce qui change? Et pourquoi ça change? Donc, c'est à ça qu'on va essayer de répondre. Alors, les 3 exemples que j'ai choisi de vous présenter, d'une part, ce sont des fines alternances de calcaire et de marne, très régulières, très spectaculaires, que l'on trouve sur la côte basque, du côté de Saint-Jean-de-Luz, Anglais, et en allant jusqu'en Espagne. Ensuite, on va complètement se déplacer, aller voir quelque chose où je suis allé travailler très récemment, en 2016, un endroit qui est à l'est de l'arc des Petites Antilles, où on a un énorme relief sous-marin, qu'on appelle relief de la Barbade, complexe de la Barbade. On verra ce que c'est et comment ça se forme, et surtout, que nous disent les sédiments qui constituent ce grand relief sous-marin. Et enfin, je vais revenir à ce dont parlait notre vice-président, Roman, reparler un tout petit peu donc, du fonctionnement d'un lac alpin, chose qu'on avait faite il y a longtemps. Alors, en fait, je parle du sablier, mais il y en a beaucoup de sabliers, c'est très varié. Il y a beaucoup de dépôts sur les plateaux, sur les marges, par exemple ici, Aquitaine. On en a en domaine océanique, on en a bien sûr en domaine dans tous les lacs des Alpes, dont on parlera un tout petit peu. Dans ces remplissages, donc le sablier fonctionne pas seulement avec du sable, mais il y a tout un tas de choses au niveau du fonctionnement, du remplissage. C'est fin, c'est grossier. Il y a des particules qui viennent de production par des organismes. Ça peut être très lent, rapide, ça peut être catastrophique. Et donc, on va voir un petit peu tout ça.
Alors, le problème, c'est que quand on regarde la formation d'un sédiment, donc un remplissage sédimentaire, il y a un tas de facteurs qui interviennent. Et la difficulté, c'est de les discriminer. Alors la première chose, c'est que d'une part, on a tout ce qui est lié à l'activité de la Terre, qui est une planète parfaitement vivante, avec du volcanisme, avec de la création de relief, etc. Donc tout ça, ça va jouer. Mais en même temps, à l'autre bout, la Terre fait partie d'un système compliqué, système solaire, avec tout un tas de paramètres, de distance, d'orbite, de variation. Donc ce qui fait que pour faire des accumulations de dépôts, empiler des strates, eh bien, d'abord, il faut un espace disponible, une mer, un bassin, un océan, un grand lac. Il faut créer l'espace. Ensuite, il faut le remplir. Alors, on le remplit avec du matériel qui provient d'un démantèlement de relief, on verra ça. Mais il suffit d'aller voir, par exemple, chez nous, les grandes falaises de calcaire urgonien, et on s'aperçoit rapidement que c'est complètement fait de fossiles, de coquilles, de lamellibranches, on trouve même du corail. Donc on a aussi des éléments minéraux qui proviennent donc de la vie. Et tout ça, ça fonctionne avec des conditions climatiques. Il faut éroder, il faut transférer de l'eau, du vent, etc. Donc quand on essaie de voir un peu quels sont les facteurs, les interactions, j'ai extrêmement simplifié, alors que ce tableau, enfin ce schéma peut paraître compliqué, mais je l'ai extrêmement simplifié par rapport à sa version originale. L'activité terrestre permet de créer des reliefs, mais elle permet aussi de créer des océans. Donc ça fait de l'espace à remplir, des grands lacs. Les volcans, eux, évidemment, fournissent aussi du matériel. Et en même temps, parfois, il y a des volcans explosifs avec des éruptions majeures. Il y a le Krakatoa, il n'y a pas longtemps, il y a eu en Islande, donc il y a des projections de cendres qui font que même que la circulation aérienne s'arrête. Donc ça a des influences. Et de l'autre côté, eh bien, que se passe-t-il ? Les relations entre la Terre, le Soleil et les orbites font que tout ça n'a pas toujours, le rapport entre la Terre et le Soleil n'est pas toujours le même. Donc ça joue sur le climat. On peut même se poser la question, ça c'est pas résolu, mais est-ce que l'activité solaire propre, qui change, on connaît les cycles des taches solaires, des éruptions solaires, une chute de météorites, c'est rare, heureusement pour nous, mais ça c'est déjà produit, ça change beaucoup aussi, surtout si c'est une grosse météorite. Et une autre chose ici qui est importante, on parle beaucoup maintenant des changements climatiques, on parle beaucoup donc des glaciations et des déglaciations, et on sait que lorsque les derniers grands glaciers ont fondu, il y a 20 000 ans, le niveau marin est monté de 120 mètres, donc c'est le mécanisme qu'on appelle glaciostátisme. Alors si on veut faire un espace pour accumuler, on a deux choses possibles, ou on fait un creux à remplir, ou on fait monter le niveau de l'eau, et on gagne de l'espace aussi à remplir. Donc ça, c'est un rôle également qui peut être joué. Donc on a des interactions qui sont relativement complexes. Je prendrai un exemple qui va illustrer ceci. Quelle est l'influence donc du système orbital Terre-Soleil sur des sédiments? Vous allez voir qu'on enregistre les cycles orbitaux. Et puis, je prendrai un exemple ici pour voir comment, dans cette activité du globe, avec des déplacements, on enregistre également tout ça dans les dépôts. Petit rappel, la Terre n'a pas toujours fonctionné comme actuellement. Si vous regardez ce petit graphe, ici vous avez les milliards d'années, donc ça c'est... Là on se rapproche de l'actuel, ici, le présent. Là on est au tout début de la Terre, 4 milliards et demi. On considère que les premiers dépôts sédimentaires sont à pas loin de 4 milliards. On considère que le premier carbone autotrophique, c'est-à-dire le premier carbone lié à la photosynthèse, donc que la photosynthèse elle-même, c'est quelque chose qui débute autour de 4 milliards. Alors évidemment, c'est important, parce que ça veut dire qu'on aura le CO2 qui va diminuer, et par contre, l'oxygène qui va apparaître en quantité notable.
L'autre facteur aussi, c'est l'apparition des continents. La Terre, pendant une période, elle est entièrement océanique. Et puis les continents se créent donc entre 3 milliards d'années et 2 milliards et demi. Alors là, évidemment, ça change tout aussi sur le fonctionnement superficiel. Ne pas oublier que les facteurs de ce qu'on appelle la tectonique des plaques maintenant, donc le mouvement des plaques, c'est très important parce que, bon, voilà des étapes, hein, on part de... Ici, on couvre à peu près tout ce qu'on appelle le paléozoïque, ou le primaire, si vous préférez, et puis on arrive au présent. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les masses continentales, donc émergées pour l'essentiel, se regroupent de temps en temps, ou se séparent très fortement. Et en même temps, vous voyez qu'elles dérivent par rapport au pôle, puisque ici, il n'y a rien au pôle. Par contre, actuellement, vous avez l'Antarctique. Alors, tout ça, ça a un impact majeur. D'abord sur l'insolation, parce que ça change avec la latitude, évidemment, si vous bougez. Il y a des changements dans la captation du rayonnement solaire, tout simplement parce que le renvoi du rayonnement solaire par les surfaces océaniques n'est pas le même que par les surfaces continentales. Donc ça change la captation de chaleur. Et bien évidemment, quand on voit les continents se fragmenter ou complètement se regrouper, on change complètement la circulation océanique globale. Donc si on n'avait pas cette situation ici, avec le courant froid qui tourne autour de l'Antarctique, croyez-moi, on aurait très chaud. Hein. Mais c'est ça qui fait notre régulation, et ça date de pas très longtemps. Alors, 2 mots sur le matériel qui va constituer nos sédiments, qui va remplir nos sabliers. Je pense que dans la salle, certaines ou certains doivent reconnaître ce panorama. Des Côtes d'Armor. Donc voilà un petit détail, c'est le célèbre granit de Ploumanac, dont on voit ici les différents types de minéraux, sans rentrer dans le détail. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que tous ces minéraux que j'ai schématisés là, évidemment, avec l'altération, l'érosion, vont se séparer. Et alors ils ont deux avenirs possibles. Le premier, soit tous ces grains ont plutôt tendance à ne pas s'altérer, je pense au quartz par exemple. Donc ça va se transporter, ça va s'accumuler. Ici vous avez du granit et vous avez déjà tout le matériel issu du granit qui est redéposé. Alors si l'altération va plus loin, après on passe à du matériel qui n'est plus en grain mais qui est en solution. Alors solution, plus tard une solution, ça peut évidemment donner une précipitation. Là, vous êtes dans une rivière. Ici, vous avez des précipitations, des cristaux qui poussent, donc c'est du carbonate de magnésium. Donc ça aussi, ça joue un rôle. Et puis, bien entendu, ce qui peut se faire aussi, à partir d'une surface rocheuse quelconque, on peut passer, bien évidemment, à l'état d'un sol. Alors, les reliefs continentaux, ce sont l'essentiel, ceux qui fournissent ce matériel-là. Alors, pour vous donner une idée, ici, côté Amazon, Orénoque, vous avez toute la surface qui est ici, fournie en gros 1450 tonnes par kilomètre carré par an. Là, évidemment, vous avez le côté Himalaya, plateau du Tibet, que vous retrouvez. Alors, petite chose, vous voyez qu'ici, du côté de la cordillère des Andes, qui pourtant est un relief énorme, finalement, cette cordillère des Andes fournit, mais pas trop, pour une simple raison, c'est que c'est relativement sec, ces régions. Donc on retrouve ces problèmes. Alors les reliefs continentaux fournissent, et puis vous avez ce qu'on appelle les grands éventails détritiques, qui, eux, redistribuent une bonne partie de ce matériel dans les fonds océaniques. Alors en particulier, l'Indus, le Bengale, évidemment, vous avez l'Himalaya et le Tibet derrière. Ici, l'Amazone. Alors, soyons un peu cocorico, on a quand même, nous, notre petit éventail détritique profond ici. Voilà. Il est dans le golfe du Lion. Donc ça, c'est la manière dont on redistribue donc, des continents vers les fonds océaniques. Alors, là, j'ai envisagé simplement un transport le plus fréquent qui est par l'eau, hein, rivière, cours d'eau, courant, etc.
Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on peut avoir du transport éolien, notamment à très haute altitude. Comme vous le savez, hein, les poussières sahariennes, on les connaît, hein, on les retrouve parfois sur nos pare-brises. Ici, vous avez une idée, hein, 35 millions de tonnes par an, hein, j'ai bien dit des millions de tonnes par an, qui partent ici vers l'ouest. On peut en récupérer vers l'Espagne, le Portugal et disons l'Europe du Nord-Ouest jusqu'à 10 millions de tonnes par an. Alors, ça peut aller très loin, puisque ici, vous avez l'Amérique du Sud, les Antilles, l'Afrique, et voilà, ce panache que vous avez là, ce sont des poussières sahariennes. Alors, ça monte haut, ça part très loin parce que c'est embarqué par les vents de haute altitude. Un autre exemple, ici, vous avez un volcan, alors, qui a l'air tranquille. Pas du tout, parce qu'à peu près toutes les demi-heures, on voit ceci. Voilà. Donc, un nuage de cendres. Ce nuage de cendres se disperse avec le vent, et puis, petit à petit, mélangé à la vapeur d'eau, donc ça va condenser, et vous allez avoir une pluie de cendres très fine. Alors, ces pluies de cendres, on peut en avoir en très très grand volume, sur des grandes distances, et évidemment, elles peuvent, si elles tombent dans un bassin océanique, une mer périphérique, ces cendres vont se sédimenter au milieu du reste des dépôts, des argiles, des marnes, etc. Donc là, vous avez un niveau de cendres. Alors, en noir en bas, ce sont les minéraux lourds. Et puis, au-dessus, vous avez la partie claire, ce sont les petites particules de verre, hein, les petites, comme des micro-pierres-ponces, si vous préférez. Quand ces cendres ici retombent non pas en mer mais sur la ville, eh bien les Japonais les ramassent et les collectent, voilà, et les réutilisent après. Alors, une autre chose que je voulais vous mentionner, c'est bien gentil, vous avez des sédiments qui s'accumulent avec des strates successives de calcaire, d'argile, etc. Mais il y a des perturbateurs là-dedans qui viennent bouleverser le bel ordonnancement. Et ça peut être gênant. Alors juste un exemple, ici vous avez une strate donc, de calcaire gréseux, mélangé à du sable si vous préférez, mais induré. Et si vous regardez de près, voilà ce que vous voyez. Vous voyez ces petits tire-bouchons, le chapeau donne l'échelle. Ça veut dire que cette strate a été entièrement remaniée, redigérée par des organismes vivants. Alors en général ce sont des gros vers ou des crustacés. Donc c'est complètement remanié. Alors ça c'est très gênant quand on veut étudier la succession des strates. Parce que là, on a une énorme strate, mais elle a été complètement homogénéisée. Un autre exemple de perturbation, alors on appelle ça des bioturbations, puisque c'est lié à des êtres vivants. Un autre exemple, voilà, ici sur un estran sableux, vous voyez ces choses étranges qui font quelques dizaines de centimètres. Vous voyez le petit trou. Alors ça, ce sont des crustacés qui font ça. Donc encore une fois, ça bouleverse un peu le sédiment. Alors un cas un peu exceptionnel, mais bon, je profitais d'avoir le document pour vous le montrer. Là, vous voyez des dalles de calcaire vues du dessus, hein, d'une petite falaise. Vous avez des traces là, ici. Et donc ce sont des traces de pas. Alors le personnage à droite vous donne l'échelle de ces traces. Donc ce sont les plus gros dinosaures, hein, du Jurassique qui font ces traces. Alors, les perturbations des sédiments peuvent être discrètes, petites. Là, vous êtes dans l'Ubaye, hein, dans l'Embruné, plus exactement. Donc, c'est la route du Parpaillon. Vous avez des alternances extrêmement régulières, très fines. Hein, donc, on a quelque chose de bien, de régulier. Mais quand on regarde de très près, eh bien, on voit sur une bonne partie de ces strates ce genre de choses, ce petit dessin que les géologues alpins connaissent depuis très longtemps, qui ont été baptisés helminthoïdes. Donc c'est un infatigable petit organisme qui broute la vase, qui broutait la vase à plus de 2000 mètres de profondeur. Alors en coupe, voilà, ça c'est vu du dessus, en coupe, voilà, c'est toutes ces petites taches marron. Alors ça n'altère pas trop la succession, mais quand même, pour les gens qui veulent faire des choses précises, ça peut être gênant. Une dernière chose à propos de cette vision un petit peu générale, avant de voir les exemples, on peut avoir un mixage entre des sédiments que vous avez ici. Donc là, en l'occurrence, ce sont des calcaires. Et puis, au-dessus, eh bien, vous avez des laves, c'est-à-dire vous avez des émissions, des écoulements de roches volcaniques
Alors ici, ce sont des roches volcaniques qu'on appelle en oreiller et qui en fait coulent sous l'eau. Donc ce sont des émissions volcaniques sous-marines. Alors, ça peut être gênant, oui et non, parce que là, c'est un autre exemple en Écosse. Vous voyez une magnifique coulée de basalte avec les prismes et des strates de grès. Et le mélange et les intercalations de strates sédimentaires et de coulées volcaniques, d'émissions volcaniques, peut être extrêmement intéressant pour la chronologie. Parce que, par exemple, quand vous avez des calcaires qui se déposent sur des roches volcaniques en fond océanique, eh bien, ça vous donne un âge. Et l'intérêt, c'est que ces roches volcaniques fossilisent le champ magnétique. Donc, on étudie avec ça les variations du champ magnétique terrestre. Et tout ça, c'est très intéressant pour la chronologie. Alors, quand vous voyez cette falaise, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, hein, c'est une des faces du mont Aiguille. Vous avez deux choses très différentes. Du calcaire pur, massif, rempli de fossiles, et puis quelques surfaces de discontinuité. Mais rien ne change. Mais si vous allez en dessous, eh bien, alors là, vous avez une alternance avec des centaines de couches de marne, de calcaire, voilà, très réguliers, avec une continuité. Deux systèmes complètement différents. Alors on peut se poser la question, comment se fait-il? Parce qu'on est au même endroit et en gros, presque à la même époque. Eh bien, tout simplement parce qu'on a pu montrer et affiner petit à petit que le niveau marin mondial, global, change régulièrement. L'amplitude maximale détectée, depuis qu'on a des données là-dessus, est de l'ordre de 370 mètres. Mais on peut avoir des variations très rapides. La dernière en date, c'est celle que nos ancêtres ont vécue, hein, entre moins 20 000 ans et aujourd'hui. Bon, 20 000 ans, c'est rien. On est monté de 120 mètres. Donc on peut aussi avoir des variations extrêmement rapides. Mais quand on est sur une marge continentale, sur un plateau avec des profondeurs de 100 à 150 mètres, évidemment, si la mer bouge de 100 mètres ou 150 mètres, il y a un impact immédiat, voire même carrément une exondation. Mais dès qu'on est en dessous, il y a peu ou pas d'impact. Alors, c'est tout simplement ce qui se passe ici, entre la falaise qui est là, et puis de calcaire massif, et puis les alternances de marne et de calcaire que vous avez dessous. Alors, avec tout ça, je ne vais pas vous embêter d'âge, je ne vais pas prononcer de nom, je vais donner très peu de chiffres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on dispose, ça c'est juste un tout petit morceau, on dispose d'un découpage des temps géologiques qui est extrêmement précis, extrêmement fiable, avec des numéros, c'est-à-dire avec des âges absolus, en millions d'années, voire même moins. On a maintenant cette courbe-là, j'en ai mis qu'un tout petit bout, mais vous voyez cette courbe, c'est la courbe de variation du niveau marin mondial. Là, on est à plus 250 par rapport à maintenant, et on a été, il n'y a pas longtemps, à moins 120, donc par rapport à maintenant. Voilà. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, mais qui est bien contraint maintenant. Et pour vous donner juste une toute petite idée, quand un géologue étudie une série sédimentaire, il fait de la sédimentologie et de la stratigraphie, maintenant il a à sa disposition un nombre d'outils considérables. Il y a des tas de petites familles, de petits genres d'espèces d'animaux planctoniques qui permettent de donner un âge. Et surtout, ce qui est très important, c'est ça maintenant, on dispose donc d'une échelle des variations du champ magnétique terrestre, d'où son nom, hein, de magnétostratigraphie. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais voilà où on en est au niveau de ces précisions, disons maintenant, quand on veut étudier une pile de sédiments et les dater. Une petite carte géologique de la France ultra simplifiée, juste pour vous dire qu'on va aller là, dans le coin, c'est-à-dire là où les Pyrénées vont se perdre dans l'océan Atlantique, ici dans le bassin, à l'ouest du bassin aquitain. Donc c'est le premier site que nous allons visiter. Alors quand on est du côté de Saint-Jean-de-Luz, Anglès-Cibourg, eh bien, il n'est pas commode de circuler sur l'estran, comme vous pouvez le voir, à cause de ces strates extrêmement fines, extrêmement variées, extrêmement régulières.
Et si on continue la promenade vers le sud, vers l'ouest, c'est-à-dire en direction de la frontière espagnole, eh bien, on passe la frontière espagnole, mais en même temps, on passe une frontière ici qui, pour les géologues, les stratigraphes, est devenue un peu mythique. Hein. C'est la fameuse limite entre le Crétacé et le Tertiaire, le long de laquelle, ici, on trouve de l'iridium. Donc, c'est le moment de la fameuse chute de la comète, hein, la grosse comète, donc à 65 millions d'années, qui est responsable de l'extinction d'un tas de choses. Mais mon propos n'est pas celui-là, c'est qu'une fois qu'on a passé ça, on voit ce genre de formation très très régulière avec des calcaires argileux et des marnes. Et puis tout ça, ça fonctionne en continuité, vous voyez, en transition. Hein, c'est un peu plus argileux, ou c'est un peu plus calcaire, ou c'est un peu plus marneux. Tout simplement parce que quand on est dans les marnes, on a un peu plus d'argile, et quand on est dans la partie calcaire, on a un peu plus d'organismes calcaires. Alors c'est du plancton ou du... Alors voilà du plancton calcaire, ça c'est une lame mince dans une roche, ou du nanoplancton, donc c'est beaucoup plus petit. Mais le résultat est le même, ce sont des productions biologiques planctoniques, donc qui font qu'on a on a des niveaux calcaires, donc plus de plancton, plus d'argile. Et ça change régulièrement, de façon continue. Alors si on regarde de plus près, on s'aperçoit que ces bancs, ces alternances, sont très régulières. Il y a des petits bancs, des petites alternances de calcaire et d'argile, et puis vous avez les grosses alternances d'1 mètre. Et en moyenne, si on compte, eh bien, on a 5 alternances unitaires de base, les petites, pour une de 1 mètre. Et on a ça sur une grosse épaisseur. Alors, tout de suite, évidemment, on voit un système avec des rythmes et des cycles. Alors, le mot cycle, ça fait penser à des cycles dont on parle depuis pas mal de temps maintenant à propos des changements climatiques, hein, qui sont les cycles climatiques, les cycles de Milankovitch, où on considère que les changements climatiques sont liés à des changements dans les orbites et dans les relations entre la Terre et le Soleil. Alors, ces cycles de Milankovitch, peu importe le paramètre qui est ici, mais quand on regarde une courbe d'évolution du climat, voilà, 3 millions d'années, 2, 1, là on est au présent, eh bien, on voit ici, proche de nous, en gros les derniers 500 000 ans, des choses qu'on commence à bien connaître maintenant, notamment avec les forages dans les glaces, hein, de l'Antarctique. On a les périodes donc, de refroidissement, pour nous, glaciation, évidemment, dans les Alpes, et les périodes de refroidissement, pardon, et les périodes de réchauffement, donc les déglaciations. Et quand on regarde cette partie-là, ça semble assez régulier. Alors, si on fait une petite analyse, on s'aperçoit en fait qu'on a une fréquence qui sort bien, qui est une fréquence de l'ordre de 100 000 ans. Donc, en gros, tous les 100 000 ans, on a une grosse glaciation, et puis entre deux, une période de déglaciation. Mais on a aussi des variations qui sont de l'ordre de 40 000 ans. Hein, donc, plus froid, plus englacé, moins englacé. Et ces fréquences, par contre, quand on est dans le passé, on ne les trouve pas bien. Mais quand on est, disons, en gros, dans les 700 000 ans, les derniers, là, eh bien, on voit ces deux fréquences, 100 000 ans, 41 000 ans, qui sont très bien exprimées. Alors, à quoi ça correspond ? C'est des choses maintenant qui sont relativement connues. D'une part, on a l'excentricité. Pardon, je vais trop vite. Le Soleil est ici, la Terre est là. La position du Soleil par rapport à l'ellipse de mouvement de la Terre change. Donc c'est ce qu'on appelle l'excentricité, qui évolue. On a également l'inclinaison. La Terre tourne sur elle-même, mais son axe de rotation n'est pas perpendiculaire au plan de circulation autour du Soleil. Donc on a une inclinaison. Cette inclinaison change tous les 41 000 ans. Ça, ce sont des mesures d'astronomes. Et puis, on a aussi, en même temps, ce phénomène-là, c'est-à-dire non seulement l'inclinaison varie, mais vous avez l'axe aussi qui tourne et qui décrit l'axe de rotation de la Terre qui décrit un cône, ce qu'on appelle les précessions, avec deux périodes, donc de 19 et 23 000 ans. Alors, si je reviens à mes... Ici, j'ai des paquets de 5, et puis, qu'est-ce que ça peut faire ?
Alors, il se trouve que, bien sûr, ces choses-là ont été étudiées très en détail. Et on s'est aperçu que la situation de ces grands cycles climatiques, que l'on connaît, nous, les glaciations, les déglaciations, c'est là, c'est la période moderne. Si on remonte 65 millions avant, vous voyez qu'on est dans des températures beaucoup plus élevées et on est dans des périodes où il n'y a pas de calotte de glace. Alors on peut se dire, mais que se passe-t-il? Et les dépôts que je vous montre là, sur la côte basque, sont de cette époque, en gros 60 millions d'années. Et là, on n'a pas les mêmes périodicités. Si on regarde, alors ça a été étudié très en détail, notamment par les collègues espagnols, ils ont une très bonne connaissance de la durée de ces dépôts, grâce aux fossiles, surtout aux microfossiles et aux nanofossiles, ce qui leur permet de dire que chaque ensemble de 5 petites couches, là, de 5 alternances, il est de 100 000 ans. Donc ça veut dire que la petite alternance, là, qui fait 10-20 cm, elle est à 20 000 ans. Donc on a deux périodes, deux périodicités, 100 000 ans et 20 000 ans. Ce qui veut dire que si je reviens à mon petit schéma, eh bien, dans ces strates, on enregistre cette fluctuation-là et on enregistre celle-ci. Mais on n'enregistre pas celle-là. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une période où il n'y a pas de glacier à la surface du globe. Donc les choses ne sont pas pareilles. Alors voilà un exemple qui vous montre comment, avec précision, on peut retrouver dans un enregistrement sédimentaire les fluctuations des rapports entre la Terre et le Soleil, comment la Terre tourne, comment elle s'incline sur le plan de l'écliptique. Donc on est là sur des cycles orbitaux, donc c'est un effet complètement extérieur. Là, on va passer à un deuxième exemple, lui qui est complètement à l'inverse, sur quelque chose qui est intérieur. Donc vous reconnaissez là un schéma maintenant qui est classique, hein, avec la subdivision du globe terrestre en plaques. Et on va aller voir ce qui se passe ici, au niveau des Caraïbes, où vous avez donc les plaques atlantiques et la petite plaque ici, Caraïbes. Alors, que se passe-t-il là? Donc voilà les Antilles, ici, qui forment un arc. Là, vous avez l'océan Atlantique. Donc, la plaque ici, qui correspond donc à l'océan Atlantique, c'est le plancher de l'Atlantique qui vient passer sous l'arc des petites Antilles, le plancher de la plaque Caraïbe. Alors, ici, vous avez la croûte et une toute petite pellicule de sédiments, enfin petite, c'est de l'ordre de 1000 mètres, mais par rapport aux 100 km que vous avez ici, c'est peu. Et ensuite, la croûte. Et si on regarde de plus près, vous avez donc bien évidemment une zone qui est en mouvement et environ 2 cm par an de rapprochement, ce qui fait qu'ici vous avez du volcanisme, hein, c'est bien connu, tout l'arc des petites Antilles est très actif depuis 50 millions d'années, et bien évidemment, en même temps, dès que vous avez des mouvements, des frottements, des failles, vous avez des séismes qui peuvent être extrêmement importants. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est ceci. Que se passe-t-il? Vous voyez que à l'endroit où une des plaques, vous avez une des plaques qui s'enfonce sous l'autre, quand vous êtes là, très précisément, eh bien, vous voyez une espèce de bourrelet, là, que j'ai souligné en jaune. Alors, pourquoi ce bourrelet? Tout simplement parce qu'à cet endroit-là, les dépôts, nos sédiments qui sont sur le fond de l'Atlantique, eh bien, ne passent pas. Ils ne passent pas en dessous. Ils restent coincés là, et du coup, ils vont s'accréter, ils vont faire un bourrelet. Alors, très schématiquement, hein, vraiment, c'est très simpliste. Imaginez un tapis roulant, ça, c'est ma plaque. Les sédiments qui se déposent dessus, voilà, une petite couche de dépôt. Vous continuez à faire déplacer, mais là, vous mettez une butée fixe. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vos sédiments, évidemment, vont être coincés là et ils vont s'accumuler, donc former un relief extrêmement important. Alors là, c'est une petite expérience qu'on peut faire en laboratoire. Dans la nature, le problème, c'est que ça continue. Hein, donc, vous continuez en permanence à déposer et à rajouter du dépôt ici. Ce qui fait que ce système va créer un énorme relief, voilà, que vous avez ici. Et donc ça, c'est une coupe. Les petites Antilles sont là, voilà.
et vous faites cet énorme bourrelet de dépôt qui fait à peu près 15 km. Au départ, ce n'est pas grand-chose. Alors ça, c'est une imagerie acoustique, hein, c'est une échographie du fond de l'Atlantique. Là, on a des roches volcaniques, donc c'est la croûte. Au-dessus, on a des sédiments. Vous voyez, ce n'est pas épais. Il y a 500 mètres. Mais comme vous les rabotez au fur et à mesure et que ce système fonctionne depuis 50 millions d'années, eh bien, il y en a 15 km. Alors, ce n'est pas 15 km qui se déposent comme un sable ou une argile depuis la surface. Ça se dépose et ça s'accumule par le mécanisme que je vous ai montré. Donc, c'est un système double. Alors, les dépôts les plus légers, mais comme on l'a dit, ne descendent pas, donc ils sont bloqués à la limite des deux plaques. Alors, c'est ça que nous sommes allés voir en juin dernier, donc ces reliefs sous-marins, avec ce magnifique navire océanographique, le Pourquoi pas. Et voilà ce que nous avons fait pendant 37 jours exactement. Vous avez ici en noir tout le parcours du bateau pendant qu'on récupère de l'imagerie acoustique. Et puis vous avez les points rouges qui sont les sites où nous nous sommes arrêtés pour faire des sondages. Voilà, un petit détail. Ça, c'est la Guadeloupe. Voilà des points de sondage. Et voilà une idée donc de la circulation du bateau pour acquérir, bien sûr, des images, non pas du fond, mais des images de sous le fond, c'est-à-dire la pile de dépôt sous le fond. Alors, voilà le navire. J'en profite pour vous montrer un petit peu. Ça, c'est la plage arrière, hein, voilà, avec tout le matériel. Ça, c'est un élément extrêmement important. C'est le câble du carottier qui est à 27 tonnes de résistant. Donc, c'est un câble en Kevlar, hein, spécialement conçu. Bon, vous avez évidemment des labos, beaucoup d'informatique. Ça, c'est la table autour de laquelle on se réunit pour discuter du programme, parce que tout n'est pas planifié. Alors, à l'arrière, en permanence, sur un bateau océanographique, vous avez toujours quelque chose qui traîne, hein. En l'occurrence, ici, vous avez un dispositif, il y en a un de l'autre côté d'ailleurs, pour émettre des sons, hein, chaque seconde, un son très puissant, de façon à faire une échographie, comme l'échographie médicale, mais c'est un peu plus puissant et un peu plus violent. Voilà la trace d'une explosion ici, vous en avez une autre là-bas, toutes les secondes à peu près. Et puis ça, c'est l'outil, disons, qui m'intéresse moi au plus haut point, c'est le carottier. Alors c'est un carottier géant, hein, qui est unique, qui a été mis au point à l'Ifremer, et qui permet parfois de faire des carottes directes de 50 mètres, ce qui est absolument exceptionnel. Là, on a fait 30 mètres, ce qui était déjà pas mal, au maximum. Donc, voilà le carottier. Alors, partout, évidemment, il y a des écrans, on sait les positions, etc. Mais ça, c'est un écran que tout le monde regarde avec beaucoup d'angoisse. Parce que quand on a planté le carottier à 6000 mètres de fond, il faut le sortir de la vase et le remonter. Donc à ce moment-là, alors, il y a 4 tonnes donc, pour lever le carottier qui est dans la vase. Et évidemment, pour le sortir de la vase, eh bien, il faut augmenter la tension. Donc on suit la tension. Et ici, là, on a eu peur, parce qu'en principe, on ne peut pas dépasser 14 tonnes de tension sur le câble. Sinon, il y a péril pour le matériel. Donc quand on voit ceci, vous voyez la tension sur le câble chute brusquement, ça veut dire que le carottier qui était dans la vase, on a tiré dessus et hop, il est sorti. Alors là, on est tous très contents. Le voilà, hein, le carottier. Alors là, on a mis 25 mètres de tube. Vous avez alors, à l'intérieur, vous avez un tube de PVC, bien sûr, hein, pour récupérer le sédiment. On ne le récupère pas dans le tube métallique. Après, bien, il faut tout découper en tronçons d'1,50 m. Ensuite, vous avez, ça c'est la machine pour découper les carottes en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Ça, c'est un appareil qui fait des mesures physiques, hein, des rayonnements gamma, il y a un certain nombre de prises de vue, des propriétés magnétiques. Voilà la carotte qui est prête à passer dans l'appareil de mesure. Tout ça, c'est à bord. Alors voilà un exemple de récolte. Hein. Tout ça, évidemment, c'est dûment numéroté. On en a récupéré 512 mètres au total. Il y a 12 tonnes de carottes. Alors là, vous voyez tout de suite qu'il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de stratifications, il y a plein de choses différentes. Donc c'est ça qu'il faut regarder de près.
Voilà la salle donc, où on décortique les carottes, on fait des échantillons, on passe au microscope, regardez un petit peu tout ce qu'il y a. Alors par exemple, ici vous avez des composants qui sont détritiques. Souvent, bon, ce sont des sables qui dérivent des roches volcaniques, forcément, puisqu'on est à proximité des petites Antilles. Vous avez notamment ces petits minéraux noirs qui sont des minéraux typiques des roches volcaniques. Alors ce qui est très important aussi, c'est dans ces sédiments, vous avez un contenu venant d'organismes calcaires qui peut être très abondant. Tout ça, c'est du plancton. Alors, ça n'a pas été trié, hein. L'échantillon, il est tel quel, hein. Le voilà, là-haut. C'est juste un tout petit peu lavé de manière à ce que la photo montre des choses claires. Donc c'est très riche. Et puis, on a également des organismes siliceux, hein, diatomées, des fragments d'éponges, des choses comme ça. Alors, vous voyez, ce sont des objets qui font des petites tailles. Alors la deuxième chose qui est très importante, je vous montre qu'un seul exemple. On réalise évidemment des kilomètres, des milliers de kilomètres de coupes échographiques pour tout le temps savoir comment le sédiment est accumulé. Et là, ce qui nous intéresse sur cette coupe à haute résolution, c'est une échographie, hein, dans un plan vertical. Vous voyez, ça fait 50 mètres. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des parties où on voit bien que c'est stratifié, et puis il y a des parties qui sont transparentes, ici, vous voyez, complètement homogènes. Donc, a priori, on a des petites idées sur ce que c'est, mais pour en être sûr, il faut aller les voir. Donc, faire les fameuses carottes géantes. Alors, voilà un extrait. Ici, vous avez du sable, là-haut, un peu boueux, voilà. C'est la base de ce niveau, je reviens en arrière. C'est la base de ce niveau ici, qui apparaît très homogène, a priori, sur l'imagerie. Ça démarre par un peu de sable boueux. Et puis après, vous avez une vase, 4,50 m, complètement homogène, extrêmement fine. Voilà. Voilà son sommet, ici, qui est très marqué. Alors, comment on fabrique ce genre de strates très particulières, que l'on trouve que épisodiquement? Le reste du temps, on a des dépôts très fins avec des tas de choses. Mais de temps en temps, on voit apparaître ces niveaux très particuliers, très épais. Alors, comment on les explique? Voilà un exemple, hein, le même, mais un peu plus court, de manière à pouvoir décrire. Ça démarre par une base très nette. On a l'impression qu'ici, il y a une petite surface d'érosion. Après, ben, on affine. Le sable est de plus en plus fin. Là, ça devient un petit peu argileux. Et ensuite, c'est très clair. Donc, on a une partie ici qui est de la décantation. Et puis là, on retourne à du sédiment très fin. Alors, ce qui veut dire que là, on dépose beaucoup moins de 1 mm par an. C'est très lent. Par contre, de là à là, c'est la même chose que ce que je vous ai montré juste avant. Vous partez de là, vous arrivez jusqu'ici. Eh bien, ça, c'est instantané. Instantané à l'échelle géologique. Alors, quand je dis instantané, c'est quelques heures, hein, maximum, parfois quelques jours pour faire redécanter les parties les plus fines. Mais c'est extrêmement court. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ce sont des phénomènes qui sont directement liés à des glissements. Alors, soit c'est des glissements en sommet des canyons, parce que il y a énormément de canyons qui découpent donc les bords de l'arc. Soit ça passe dans des canyons sous-marins, hein, j'entends. Ou alors, vous avez des sédiments qui ne sont pas consolidés et donc qui partent en glissement. Et ce qui est très important, c'est que tout ça, c'est fluide. Alors, on a l'habitude d'appeler ça des courants de turbidité. Donc, c'est de l'eau turbide, c'est-à-dire de l'eau très chargée en matière fine de suspension. Et ces courants de turbidité, alors soit ils arrivent directement là-haut, soit ils se forment parce que vous avez un glissement qui, au départ, est en masse, puis qui devient complètement fluide. Ça se forme par déstabilisation. Et la déstabilisation, la plupart du temps, elle est générée donc par des secousses sismiques. Alors, 2 mots juste pour vous dire ce que c'est ces fameux courants. En fait, ces courants ont été définis dans le lac Léman, dans les années 1800, par Forel, qui s'était aperçu donc qu'il y avait une tranche d'eau extrêmement boueuse, donc très turbide,
qui en fait s'est coulé pour son propre compte, donc sans affecter le reste de la tranche d'eau. Un peu comme une avalanche de neige poudreuse. C'est un peu le même mécanisme, le même principe. Alors, donc c'est une suspension à grain fin, c'est petit, mais ça atteint des vitesses de plusieurs mètres par seconde. Alors en particulier, ces phénomènes donc, de déclenchement par des séismes de ces glissements fluidisés sont responsables des ruptures de câbles sous-marins, notamment des câbles de téléphonie, parce que c'est dense et que ça descend à des vitesses de 5, 6, 7 mètres par seconde. Donc là, il y a beaucoup d'énergie. Alors, c'est un mécanisme donc qui est en grande partie responsable de l'énorme épaisseur accumulée que je vous ai montrée au début. D'une part, il y a ces mécanismes, et d'autre part, le fait qu'on est sur une zone qui bouge en permanence, donc on a des gros séismes, on a en permanence donc des déclenchements de ces gros séismes. Donc voilà ce que nous enseigne, c'est très bref, nous enseignent ces grandes carottes à l'est des Antilles. Et donc je vais terminer sur le troisième exemple en revenant dans des endroits connus, tout près d'ici. Là, vous avez le Granier. Donc le lac du Bourget dont il est question, il démarre par là, hein, avec ici le mont du Chat. Alors, même chose, avant d'aller faire des sondages, on commence par faire une imagerie, voir un peu comment les sédiments sont installés au fond du lac. Alors, on s'aperçoit que dans le lac du Bourget, en fait, on a pratiquement, là on est du côté du Châtillon, et puis là on va vers la partie centrale du lac. Hein, on a à peu près 7 km, et on a pratiquement 200 mètres de dépôt. 200 mètres en moins de 20 000 ans. Donc c'est extrêmement rapide. Donc ces 200 mètres, qu'est-ce qu'ils enregistrent? Eh bien, ils enregistrent l'histoire de la dernière déglaciation, puisque il y a 20 000 ans, la vallée du Bourget, évidemment, est occupée par à peu près entre 800 et 1000 mètres de glace. C'est facile de trouver les stries sur les bords, hein, il n'y a pas de problème. Et c'est à partir de 16, entre 18 et 16, c'est pas très bien daté, que le lac commence. Donc là, vous avez sur cette échographie, hein, cette imagerie, vous avez ici la limite du substratum rocheux. Alors ça peut être les grès, les calcaires, etc. C'est la surface d'érosion du glacier. Et puis au-dessus, là, vous commencez par avoir du matériel qui est fait de tout petits deltas. Vous voyez ces formes un peu ici avec une partie horizontale, une partie pentée. Donc ça, c'est vraiment les débuts d'existence du lac. Alors une image, ici, ça c'est une reconstitution en carte. Vous voyez la taille du lac, ici, beaucoup plus qu'actuellement. On a encore des parties glaciaires qui sont en blanc. Et ici, vous avez une idée de ce que pouvait être la vallée du Bourget à cette époque-là. Une photo de Jan Breul qui a été prise au Groenland, mais qui est pour moi une bonne illustration de ce que ça peut être. C'est-à-dire on a déjà un lac froid et on a encore un contact avec des langues glaciaires. Alors je ne vais pas vous passer tous les épisodes de l'histoire, je vais aller directement à la fin. On a donc des strates qui s'organisent petit à petit avec le réchauffement, avec l'arrivée de la végétation. La suppression, donc évidemment les glaciers reculent très fortement jusqu'à leur situation actuelle, tout à fait en hauteur dans le Mont Blanc et dans Beldon. Et puis on arrive à cette partie-là qui fait à peu près 10 mètres d'épaisseur. Et bien qu'on ait 10 mètres, en fait on a 10 000 ans parce qu'on a une vitesse de dépôt qui est extrêmement lente par rapport à la période qui précède. Alors on a des carottes sur cette partie superficielle, pardon. Une chose que l'on voit tout de suite sur ces carottes, alors voilà le sommet ici, là vous avez des centimètres, donc ça vous donne une idée. On ne voit pas très bien la stratification ici parce que les sédiments sont peu contrastés, mais on la voit très bien à partir d'ici, tout simplement parce que le lac est beaucoup moins oxygéné pour des raisons anthropiques. Et donc, en gros, ça démarre il y a une bonne cinquantaine d'années.
Et donc, on a beaucoup moins d'oxygénation, donc on conserve de la matière organique, on conserve des sulfures. D'où cet aspect. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est là que je voulais vous montrer la finesse millimétrique et la résolution annuelle de ce que l'on peut trouver et analyser dans des archives sédimentaires. Voilà la vue sur la carotte. Ici, j'ai quelques centimètres. Voilà le détail de ce qui est là. Alors ça, c'est vu au microscope, bien sûr. Et voilà, ça, c'est 1 millimètre. Donc, vous voyez, on voit très bien cet ordonnancement en lamines, en gros, qui font chacune à peu près 1 millimètre. Alors, qu'y a-t-il dans ces lamines? Fondamentalement, deux choses. Des petits cristaux de calcite, donc de calcaire, et puis ceux-ci, qui sont des restes, des enveloppes de diatomées, donc c'est de la silice, hein, c'est du plancton avec une petite cellule, avec une enveloppe siliceuse. Et paradoxalement, quand on fait le bilan des dépôts, on a beaucoup plus de calcaire que de silice. Tout simplement parce que cette silice se dissout très facilement, c'est très fragile. Mais comme ce sont des organismes photosynthétiques, c'est du phytoplancton, il absorbe le CO2 qui est dans l'eau et il précipite le carbonate de calcium. Donc c'est paradoxal, mais au printemps, enfin au mai, début juin, quand vous voyez le lac du Bourget qui prend une magnifique couleur turquoise, l'eau est un peu laiteuse, eh bien c'est parce que vous avez des petits cristaux de calcite. Mais ces cristaux calcaires, en fait, sont dus à la vie d'organismes siliceux qu'on va retrouver, mais parfois pas très bien. Donc c'est paradoxal, c'est du plancton siliceux, mais le lac se remplit à 80% de calcaire, en tout petits cristaux. Alors chaque année se termine par cette partie noire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien de produit, on a un peu de matière organique qui va stagner au fond avec des sulfures. Donc voilà une résolution annuelle. Alors évidemment, ça c'est le mieux que l'on puisse espérer quand on fait des études d'archives sédimentaires. Il n'y a pas que cette sédimentation, j'allais dire, tranquille, normale. De temps en temps, vous avez des gros événements. Ça, ce sont les énormes crues qui ont eu lieu en 90-91, des crues de printemps. Ici, vous voyez le site du Bourget du Lac, qui est copieusement inondé. Ici, vous avez la Lesse, donc, qui amène énormément de sédiments, qui est en crue. Et alors, quand vous avez des grosses crues, ce qui est intéressant, c'est que si la crue vient de la Lesse, bon, on la voit, mais si vous avez une crue de larves, donc de l'autre côté, au nord du lac, si vous avez une crue de larves, que se passe-t-il? En temps normal, eh bien, le canal de Savière, que vous connaissez, donc, qui part au nord du lac et qui file vers le nord, qui se déverse dans le Rhône, le canal de Savière fonctionne en exutoire. Donc c'est le trop-plein du lac du Bourget qui file dans le canal de Savière. C'est la situation normale. Mais quand on a de très très grosses crues dans l'Arve, en général on en a aussi en même temps dans la Lesse, mais ce qui nous intéresse c'est l'Arve, c'est beaucoup plus, en termes de débit, c'est beaucoup plus que la Lesse. Eh bien vous voyez, c'est le schéma du dessous, vous voyez que le système s'inverse. Le Rhône, ici, qui reçoit l'Arve, parce que c'est en aval du lac Léman, donc c'est surtout l'Arve qui fournit le Rhône. Le Rhône, donc, qui est en crue, et la partie la plus fine, en suspension, le Rhône étant en crue, eh bien, va partir dans le lac du Bourget. Donc, on inverse le système. Et vous avez ici 3 énormes crues qui sont parfaitement visibles dans toutes les carottes que vous pouvez prélever dans le lac du Bourget. Alors, ces crues sont parfaitement datées, bien évidemment, parce que là, on est à la croisée du document sédimentologique et historique. Hein. Tout ça, ça a été parfaitement enregistré par les historiens. Donc, on connaît ces crues, on connaît les dates. Voilà. Elles sont parfaitement enregistrées dans nos carottes lacustres. Voilà, je suis au terme de ces 3 exemples. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a des cas différents abordés. Alors, j'aurais pu en aborder 50, 100, à chaque fois complètement différents. J'en ai pris 3 en essayant de prendre 3 choses les plus opposées possibles.
Alors, la résolution temporelle, bien évidemment, l'idéal, c'est l'annuel, nos lacs. Pour les belles strates calcaires de la côte basque, on arrive à une résolution qui est de l'ordre de la vingtaine du millier d'années. Vous avez vu qu'on a des processus qui sont lents et cycliques dans les trois cas, hein, que ce soit les flèches basses, les couches du Pays Basque ou les petites lamines du lac du Bourget. Mais on a les choses exceptionnelles, bien évidemment, les séismes, les crues, donc, qui s'enregistrent également. Vous avez vu que donc, dans un cas, le moteur principal, c'est ce que je vous ai montré, c'est la mission océanographique. Ce qu'on voit dans nos carottes, c'est fondamentalement lié donc, à une activité interne du globe, donc tectonique, volcanisme, déformation. Dans l'autre cas, pour les flèches basques, eh bien, ce qui est l'empreinte que l'on a, c'est magnifique cyclicité hein, de 100 000 ans, 20 000 ans. C'est une empreinte qui est liée au système orbital. Donc, aux relations entre la surface terrestre et le Soleil. Alors bien sûr, les informations sont acquises de façon différente. Hein. Il y a le terrain, il y a les carottes, il y a les images, mais in fine, on finit toujours par avoir une approche analytique qui est la même, hein, avec à côté, bien sûr, tout le côté datation dont je ne vous ai pas parlé. Voilà, je vous remercie. Voilà.